Bonjour, nous allons continuer notre cours sur les micro-organismes. Nous allons terminer ce coup-ci. Et cette fois, nous allons parler des micro-organismes pathogènes, ceux qui provoquent des maladies. On avait déjà commencé à en parler avant les vacances. Là, on va terminer d'en parler. On avait vu le cas de deux maladies différentes. Le paludisme, qui était provoqué par un petit eucaryote qui passait par un moustique pour contaminer les humains. Et on avait vu une maladie qu'on appelle le sida, qui est provoquée par un virus, qui est le VIH. Et ce virus qui passe dans le sang et qui infecte les personnes. On va essayer maintenant de voir tout d'abord comment est-ce que le pathogène, que ce soit un organisme vivant, comme dans le cas du paludisme, ou un virus, comme dans le cas du sida, arrive à passer d'un individu à l'autre. On va voir quelque chose de très varié. Et ensuite, on va essayer de voir comment on peut faire pour lutter contre cette transmission du virus, ou de la bactérie, ou de l'organisme pathogène. Donc tout d'abord, nous allons voir comment se passe l'infection et la transmission du pathogène. On va voir plusieurs cas différents. Pour le paludisme, on a vu, c'est en fait un moustique qui va faire le vecteur qui va permettre au pathogène, donc aux micro-organismes dans le sang, de passer. Alors il va d'abord pouvoir passer à travers la piqûre du moustique chez l'homme dans les vaisseaux sanguins, il va après passer dans le foie de l'homme qui est affecté, puis lorsqu'un nouveau moustique va piquer, le pathogène va pouvoir passer dans le moustique et après aller contaminer un autre humain. Ici vous voyez le pathogène qui est ici, qui passe dans le sang. Ici c'est une image du sang. Pour cela, il a un cycle évolutif dont j'ai parlé. Lorsque le moustique pique l'humain, le pathogène va passer dans le foie, va passer dans le sang. Et notre pathogène, Plasmodium falciparum, va après repasser dans le moustique, fait un cycle, et il va contaminer un autre humain après par le même moustique qui va piquer un autre humain, etc. On va pouvoir comme ça avoir des contaminations d'humain en humain à travers le moustique. Un moustique pique un humain contaminé, il est lui-même contaminé, va piquer un autre humain non contaminé et contaminer ce nouvel humain, etc. Et on va avoir des zones dans lesquelles en fait, on va avoir à chaque fois des personnes contaminées parmi la population et des moustiques qui vont contaminer d'autres personnes. Les zones qui sont ici, ce sont les zones entre les tropiques, les zones qu'on appelle intertropicales, dans lesquelles on a beaucoup de paludisme. Alors, il n'y a pas de paludisme partout. Vous voyez par exemple que dans le nord-est brésilien, il n'y en a pas beaucoup, des endroits dans le genre. Mais globalement, dans la plupart des zones intertropicales, on a du paludisme qui reste parce qu'on a toujours quelques humains infectés par le paludisme et des moustiques qui vont transmettre à d'autres humains. En passant d'hôte en hôte, comme le fait ici notre Plasmodium falciparum, le pathogène se propage. C'est-à-dire qu'il va sur d'autres personnes, des personnes saines qui sont contaminées. Si cette propagation est constante dans le temps, comme ce que l'on voit ici dans le cas du paludisme, on parle d'endémie. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours une propagation qui existe de la maladie à un endroit. Le paludisme est une maladie endémique des régions intertropicales. Il y a toujours du paludisme dans les régions intertropicales et il n'y a pas de moment où il y a beaucoup de paludisme et peu de paludisme, il y en a toujours un grand nombre, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est affecté par le paludisme dans les zones intertropicales, loin de là, heureusement. Mais il y a toujours du paludisme dans les zones intertropicales. On est dans le cas d'une endémie, ça reste un endroit dans les zones stables. Autre cas que l'on peut avoir, c'est une propagation. Alors ici, c'est la propagation de la peste noire au Moyen Âge, qui est un moyen de vous montrer. On a des traces de la peste noire avec des écrits qui indiquent que quand la peste noire a contaminé telle ou telle ville. On s'aperçoit que les premières informations qu'on a sur la peste noire datent de 1345, ici, en Asie centrale. Et on regarde qu'au fur et à mesure des années, on va avoir des traces de différents endroits. 1346 en Asie centrale toujours. 1347, on arrive sur les bords de la mer Noire. 1348, on arrive sur
tous les pays méditerranéens, quasiment. 1349, on a encore d'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne par exemple. 1350, on se déplace de nouveau vers l'est. 1351, on atteint Kiev. 1352, on atteint Moscou. Donc vous voyez, on voit bien le chemin qu'a suivi la maladie. Qu'est-ce qui se passe ici? La peste noire est provoquée par une bactérie, et une bactérie qui va passer par l'alimentation et par le fait que les gens vont toucher ou manger des aliments que les personnes contaminées ont touchés. On est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a peu de mouvements de population et ça va assez lentement. Donc, les personnes se déplacent de proche en proche. Mais en se déplaçant de proche en proche, une personne contaminée va contaminer d'autres personnes. Et donc, petit à petit, on va voir la contamination qui se passe. Vous voyez que lorsqu'on arrive, par exemple, ici au niveau de la Méditerranée, la contamination elle est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de navires qui faisaient du commerce en Méditerranée. Et ces navires commerciaux apportaient des gens contaminés avec la peste, avec eux, apportaient la bactérie. Et la bactérie s'est répandue comme ça beaucoup plus vite dès qu'elle atteint la Méditerranée. Vous voyez également qu'on n'a pas eu de contamination qui est passée directement de l'Asie centrale à la Russie, aux zones nord-ouest de la Russie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une frontière ici entre des zones chrétiennes et des zones musulmanes, et il y avait interdiction d'avoir de commerce entre ces deux zones. Donc cette interdiction a fait qu'il y a eu très peu de contacts et que la bactérie n'est pas passée. En revanche, dans toutes ces zones-là dans lesquelles on avait beaucoup de contacts, la bactérie est passée très vite. Là, on a donc affaire à quelque chose qui apparaît d'un coup et qui, à un moment, se propage très vite et atteint beaucoup de personnes. C'est ce qu'on appelle une épidémie. Alors des épidémies, il y a des épidémies très graves, comme celle de peste noire, il y a des épidémies beaucoup moins graves. Et ce qu'on voit par exemple tous les ans, c'est que l'on a en hiver des épidémies de grippe en Europe. C'est-à-dire que la grippe qui est toujours présente, il y a toujours quelques cas de grippe au printemps, en été, à partir de la fin de l'automne, on en voit beaucoup plus et les gens se transmettent beaucoup plus la grippe. C'est une épidémie. Donc si la propagation s'effectue rapidement sur un territoire, puis qu'elle ne reste pas, mais qu'elle ralentit ou qu'elle stoppe, on parle d'épidémie. C'est le cas de la peste noire, c'est le cas de la grippe. Enfin, il y a une troisième catégorie de maladies qui se propagent. Malheureusement, on en a eu le cas en 2020, c'est ce qu'on appelle des pandémies. Là, la pandémie, donc ici vous avez une représentation à l'été dernier des zones touchées par le SRAS-CoV-2, donc le virus à l'origine de la Covid-19. Eh ben, vous vous apercevez que ça s'est répandu à l'échelle planétaire. On en trouve depuis le Groenland, même s'il y en a peu au Groenland, il y en a quand même au Groenland, jusque dans le sud du Chili ou en Australie. On le trouve sur tous les continents, dans tous les pays. Bref, le monde entier a été touché par la Covid-19. On parle dans ce cas-là de pandémie. Les pandémies, heureusement, sont des effets rares, mais avec un impact sur les populations très important. La Covid-19 est une pandémie. Donc si la propagation de pathogènes s'effectue rapidement à l'échelle planétaire, on parle de pandémie. Il faut bien distinguer l'endémie, c'est une maladie qui va se propager de proche en proche, mais qui reste à un endroit, à un taux un petit peu stable. On va toujours avoir le paludisme dans un endroit, à peu près dans le même taux. L'épidémie, c'est quelque chose qui va se propager très vite, mais qui à un moment va s'arrêter. La peste noire ou la grippe sont des épidémies. La grippe, vous en avez toujours un petit peu, mais vous allez avoir beaucoup de grippe en hiver, et les gens se propagent la grippe, c'est un virus qui est la grippe, se propage le virus de la grippe rapidement, mais au printemps, en été, c'est beaucoup moins, très peu, et donc la propagation est beaucoup plus faible. Et enfin, la pandémie, c'est une épidémie, mais qui est à l'échelle planétaire, donc sur toute la planète. Dans tous les cas, la transmission du pathogène s'est effectuée entre humains. Elle a pu se faire à travers un vecteur, c'est le cas du paludisme, qui utilise
le moustique aphodèle comme vecteur. Il y a d'autres maladies qui utilisent d'autres vecteurs. On a parlé de la Covid-19, le SRAS-CoV-2 se transmet notamment par les gouttelettes issues du tube respiratoire, donc toutes les petites gouttelettes que l'on peut émettre en respirant ou en parlant. Donc c'est une mode de contamination. Et on a également parlé du sida, qui est lié à un virus. Le virus du sida se transmet de manière assez particulière. Il se transmet de la mère à l'enfant lorsque la mère est enceinte. Si une femme est enceinte et possède le VIH en elle, son fœtus peut avoir le VIH. Se transmet par contact direct de sang. Aujourd'hui, ça ne se passe heureusement quasiment plus. Mais au début de l'épidémie de VIH, comme on ne connaissait pas le mode de transmission, il y a eu des personnes à qui on a injecté du sang pour les soigner, pour les sauver, et du sang dans lequel il y avait le VIH sans que l'on sache. Ça peut se transmettre par le lait maternel, c'est assez rare. Ça peut se transmettre par contact de sang à travers des seringues usagées. Si plusieurs personnes utilisent la même seringue, elles peuvent se transmettre le VIH, entre autres, mais d'autres maladies en plus. Et enfin, ça peut se transmettre par rapport sexuel. Alors, c'est uniquement ici des rapports sexuels vaginaux et anaux, donc au niveau du vagin et au niveau de l'anus, soit par le liquide, donc le sperme, soit par contact entre la paroi du vagin ou la paroi anale et la paroi du pénis. Donc ici on a un autre mode de propagation du VIH qui n'a rien à voir avec celui de l'agent pathogène responsable du paludisme, mais qui est un mode extrêmement précis. Alors, au passage, le VIH ne se transmet que comme cela. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, par exemple, une personne qui aurait le VIH, mais qui embrasserait quelqu'un d'autre, n'a aucun risque de transmettre le VIH à la personne qu'elle embrasse. Même chose si elle touche une personne, même chose si deux personnes partagent un repas, ça ne passe pas par le repas. Il y avait une légende à un moment que les brosses à dents, si on utilisait la même brosse à dents, ça pouvait transmettre le VIH. Ça ne transmet pas le VIH de partager une brosse à dents. Je vous le déconseille fortement, c'est pas hygiénique, mais le VIH ne passe pas, etc. Il ne passe que sur les moyens qui sont indiqués ici. La propagation du pathogène peut se faire par le milieu ambiant ou par un vecteur, en général un autre animal, par exemple la faudelle, donc le moustique. Et dans le dernier cas, le vecteur est un élément indispensable au pathogène. Dans tous les cas, que la transmission se fasse par un vecteur ou pas, on a à chaque fois ce qu'on appelle un réservoir de pathogène, c'est-à-dire un endroit qui va être là dans lequel le pathogène est présent et à partir duquel il peut se propager. Ces réservoirs, ça peut être d'autres espèces, par exemple des espèces animales. Le moustique du paludisme, c'est un réservoir. Supposons que dans un moment, il n'y ait plus aucun humain dans un endroit qui soit touché par le paludisme, parce qu'il y a encore un moustique qui contient le paludisme, il peut piquer et il peut recontaminer des personnes. On peut avoir des individus contaminés, des humains contaminés, mais qui sont en incubation. C'est-à-dire qu'ils ont le pathogène en eux, ils ont le virus, ils ont la bactérie par exemple, mais ils n'ont pas encore de symptômes. Donc ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est très important, hein, la grippe, par exemple, ou la Covid-19, se transmettent surtout par des personnes qui sont en incubation, qui ne savent pas encore qu'elles sont malades, mais qui portent en elles le virus, la bactérie ou autre chose. On a parlé également du sida. Je vous ai dit que le VIH pouvait être présent dans un corps sans provoquer de symptômes. Et là, donc, on a une personne qui est séropositive, qui a le virus en incubation, mais qui ne sait pas qu'elle a le sida. Enfin, on peut avoir des personnes qui ont le pathogène et qui sont saines, qui n'ont aucune maladie. Et c'est comme ça. Dans la Covid-19, on a des porteurs sains, par exemple. Ce sont des personnes qui ne sont jamais qu'elles ont la Covid-19, qu'elles ont le SRAS-CoV-2 en elles, sauf éventuellement si elles vont faire un test, et qui pourtant ont le SRAS-CoV-2 et peuvent le passer à d'autres personnes.
À chaque fois, donc on a un réservoir de pathogènes quelque part. Bien évidemment, comprendre cela, ça a pour but d'essayer de limiter les risques pour la santé, d'essayer de faire en sorte que le moins de personnes tombent malades possible, et lorsqu'elles tombent malades, que ça soit le moins grave possible. Il y a deux méthodes pour ça. Il y a le traitement de la maladie, en général par prise de médicaments, ça peut être autre chose. Et il y a la prévention de la maladie, ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc le traitement des médicaments, la prophylaxie, l'un des exemples, c'est le masque qu'on nous force à porter actuellement. Ces deux méthodes sont totalement différentes. Le traitement, la personne est déjà malade et on va essayer de la soigner. On peut essayer soit de détruire le pathogène, donc il n'y a plus de maladie, soit on laisse l'organisme détruire le pathogène lui-même grâce au système immunitaire et on va s'occuper des symptômes pour faire en sorte que la personne ne subisse pas les effets de la maladie. Donc il y a deux traitements, il y a un traitement contre les symptômes et un traitement contre le pathogène. Mais c'est un traitement, la personne est déjà malade. Dans l'absolu, il est beaucoup mieux de faire en sorte que la personne ne tombe pas malade. Et ça, c'est le but de la prophylaxie, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible qui tombent malades. Donc deux approches différentes et deux approches qui sont complémentaires. Lorsqu'il y a une maladie, on essaye de faire en sorte que les deux approches soient mises en œuvre. Donc la lutte contre les maladies s'organise en deux parties. Un traitement qui peut être antipathogène ou antisymptomatique, et la prophylaxie, qui est là pour limiter la propagation du pathogène, et donc éviter que les gens tombent malades. Le traitement comprend en général l'utilisation de ce qu'on va appeler des molécules exogènes, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas produites par notre organisme. Ces molécules, des médicaments par exemple, etc., vont avoir des effets sur notre corps. Ça peut être par exemple des médicaments qui font tomber la fièvre, ça peut être des antibiotiques qui détruisent le pathogène, ça peut être des médicaments antiviraux qui vont détruire ou empêcher que le virus se réplique, détruire le virus ou empêcher que le virus se réplique, etc. Ça peut être également, ça peut être du coup des antipathogènes ou des antisymptômes. On a vu également que l'un des moyens de soigner, ça peut être d'utiliser le microbiote de la personne et de le renforcer. En renforçant le microbiote, on a vu que le microbiote avait un effet immunitaire. En renforçant le microbiote, on peut également avoir un traitement contre des maladies. Et c'est une piste qui est de plus en plus étudiée parce qu'elle est moins lourde, il y a moins d'effets secondaires que les traitements. Donc les traitements utilisent les connaissances pathogènes et font généralement par administration de molécules exogènes. Et l'étude du microbiote a prouvé que la modulation du microbiote était également une piste de traitement de certaines maladies. Donc ça c'est un traitement, mais encore une fois, on préfère toujours que les personnes ne tombent pas malades plutôt qu'elles soient malades et qu'on les guérisse. Donc là, ça va être toute la partie prophylaxie. La prophylaxie, il faut bien comprendre, ça ne concerne pas une personne, ça concerne l'ensemble des personnes dans un endroit. Si une de ces personnes, par exemple, est malade et ne le sait pas, parce qu'elle est porteur saine ou parce qu'elle est en incubation, elle peut contaminer toutes les autres. Il va donc falloir mettre en place des mesures qui permettent non seulement à une personne de ne pas rentrer en contact avec le pathogène, mais également d'une mesure qui lui permet, si elle a le pathogène, de ne pas le transmettre. Et bien évidemment, si dans un endroit une personne ne respecte pas ces règles, elle peut contaminer tout le monde. La prophylaxie, ce n'est pas comme le traitement quelque chose qui est personnel, le traitement est personnel. La prophylaxie, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société et chaque personne. Ce qui est extrêmement important, ne résonne pas du tout sur la même chose. On le voit actuellement, on a des mesures prophylaxiques extrêmement fortes liées à la Covid-19. Ces mesures ne sont efficaces que lorsqu'elles sont appliquées par une grande majorité de la population. Et si elles ne le sont pas, elles ne sont pas efficaces parce que les personnes qui ne suivent pas ces règles
augmente les chances de passer les pathogènes. Il faut bien comprendre aussi quelque chose, il n'y a pas de prophylaxie qui soit efficace à 100%. La prophylaxie, elle va réduire énormément le nombre. Donc, c'est sûr que si par exemple on devait avoir 1 million de contaminés et qu'on n'a plus que 100 contaminés, bah, c'est un gain énorme, mais on aura toujours quelques contaminés qui devront être pris en charge. La prophylaxie, elle va utiliser les connaissances sur la propagation du pathogène. On ne va pas traiter de la même manière la Covid-19 par exemple et le sida, puisque le pathogène, c'est un virus dans les deux cas, mais le virus du Covid-19 et du sida ne se propage pas de la même manière. La prophylaxie implique toute la population, pas seulement les malades symptomatiques. Et la prophylaxie peut se concentrer sur un vecteur pathogène, sur les réservoirs ou sur les modes de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, dans le cas du paludisme, la prophylaxie s'est concentrée sur la destruction du moustique, pour éviter que le moustique contamine d'autres personnes. Sur d'autres maladies, par exemple la grippe, on se concentre plutôt sur les réservoirs, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens contaminés par la grippe possible et que ces gens-là ne contaminent pas les autres. Et enfin, ça peut se faire sur les modes de transmission. Là, c'est le cas par ce qui se passe sur la Covid-19. On va donc d'une part isoler les personnes contaminées pour ne pas qu'il y ait de contact avec d'autres personnes. Et surtout, on va avoir des mesures qui sont lavage de mains, désinfection des mains, port de masque, distanciation sociale, etc., qui limitent la transmission du virus. Et limitent fortement la transmission du virus. Donc on peut agir sur les trois parties. Dans le cas de la Covid-19, on a des mesures prophylaxiques qui ont été mises en œuvre qui sont extrêmement fortes. Et ça, c'est partout dans le monde, parce qu'on a affaire à une pandémie d'un nouveau virus dont on n'a pas encore les moyens de le guérir et d'empêcher. Ces mesures servent ici à limiter, comme je l'ai dit, la propagation du virus. Il ne s'agit pas d'une protection totale, il y a des moyens d'avoir une protection totale, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux par exemple, mais pour le grand public, c'est pas une protection totale, mais c'est une protection très efficace. Et c'est surtout pour permettre, si une personne est contaminée sans le savoir, qu'elle ne contamine pas d'autres personnes. Des règles simples, porter un masque, ça limite énormément le nombre de gouttelettes qui sortent de votre bouche. Et donc ça limite les virus que vous allez émettre autour. Le masque n'est pas fait pour vous protéger vous, c'est un peu efficace, mais c'est pas vraiment fait pour ça, c'est fait pour protéger les autres au cas où vous auriez le virus. Et comme vous n'êtes pas capable de le savoir, personne n'est capable de le savoir, voilà, vous ne savez pas si vous avez le virus ou pas, on demande à tout le monde de porter un masque. Donc, les mesures prophylaxiques peuvent avoir une partie sur limiter la propagation par certaines habitudes, porter un masque, se séparer d'un des autres dans le cas de la Covid-19, il y a tout un tas d'autres choses. Lorsque j'en parlais du sida, je vous disais que le sida se transversait par relations sexuelles. Il y a un moyen extrêmement efficace d'empêcher la propagation du sida et de se protéger soi et la personne en face, c'est le port du préservatif. Le port du préservatif empêche le virus du sida de passer. Et c'est extrêmement efficace. Enfin, c'est une efficacité qui est quasiment de 100%. C'est extrêmement efficace, le préservatif. Et donc, mais ça, c'est une idée de comportement. Il y a également un point de vue qui est très important, c'est l'hygiène. Ce fait de se laver les mains, de se désinfecter les mains lorsqu'il y a besoin. Le fait de cuire ses aliments, laver ses aliments, le fait de laisser ses aliments dans des bonnes conditions, donc par exemple dans un réfrigérateur qui est propre, etc. Tout ceci limite énormément la propagation des maladies. Et ce sont les progrès de l'hygiène qui ont fait passer à partir du 19e siècle l'espérance de vie de quelque chose comme 50 ans à ce qu'on a aujourd'hui qui est plus de 70 ans. L'hygiène est vraiment quelque chose de très important dans la prophylaxie. C'est d'ailleurs la chose la plus importante dans la prophylaxie, l'hygiène. Les mesures prophylaxiques les plus efficaces sont les changements de comportement des populations, notamment les gestes de protection et l'hygiène. Mais il n'y a pas que ça, mesures prophylaxiques. Il y a une autre mesure prophylaxique extrêmement efficace. Ce sont les vaccins.
Alors, qu'est-ce qu'un vaccin? Sur le principe. Pour comprendre ce qu'est un vaccin, il faut comprendre que vous avez un système immunitaire en vous. Vous avez des cellules, qu'on appelle les globules blancs, vous voyez ici il y en a 2, qui se chargent de détruire les pathogènes que vous pourriez avoir dans le corps. C'est très efficace, vous êtes en permanence en contact avec des pathogènes de plein de maladies dont vous ne connaissez même pas le nom, et le système immunitaire les détruit. Le système immunitaire, il est beaucoup plus efficace s'il a déjà rencontré une fois le pathogène. Par exemple, si vous avez attrapé la varicelle une fois dans votre vie, vous ne l'attraperez plus parce que le système immunitaire reconnaîtra immédiatement la varicelle et il saura immédiatement quoi faire et le virus n'aura pas le temps de se développer qu'il sera déjà détruit par le système immunitaire. Le principe du vaccin, ça va être de mettre en contact le système immunitaire avec le pathogène mais rendu inoffensif. Comme ça, le système immunitaire est déjà prêt pour la fois où le vrai virus ou la vraie bactérie arrivera. Donc, un vaccin contre la grippe, par exemple, vous mettez quelque chose qui a la même forme que le virus de la grippe, mais qui est inoffensif. Les globules blancs des lymphocytes vont reconnaître ceci, vont se préparer pour le moment où le virus de la grippe, le vrai, arrivera, et où là, ils pourront le détruire tellement rapidement que vous ne tomberez pas malade. C'est ça le principe du vaccin. Le vaccin, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace dans l'immense majorité des cas pour empêcher une maladie. Là, la personne pourra être en contact avec le pathogène, mais dans l'immense majorité des cas, ne tombera pas du tout malade, parce que son système immunitaire va agir trop vite pour que le pathogène puisse se développer. Donc une autre mesure prophylactique efficace, c'est la vaccination. En stimulant à l'avance le système immunitaire, on limite grandement les porteurs sains et les porteurs en incubation. Il faut comprendre que on a, grâce au vaccin, on a pu, aux mesures prophylaxiques, pardon, on a pu faire disparaître beaucoup de maladies d'endroits. Par exemple, le paludisme qui est ici, on l'a fait disparaître quasiment toute l'Amérique du Nord, d'Europe et du nord, enfin du milieu du nord de l'Asie, parce que l'on a pu détruire les moustiques qui apportaient cette maladie. Malheureusement, ce n'est pas faisable pour les zones intertropicales pour des tas de raisons. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est pas faisable. Mais on a pu, en Europe, en Amérique du Nord, dans une grande partie de l'Asie, retirer le paludisme et qu'il n'y ait plus de paludisme, ou quasiment plus. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est très faible. Ça a été fait par des mesures qui ont été assécher des marais, choses dans le genre. On a également pu, grâce au vaccin, retirer certaines maladies comme la rage. Ici, vous voyez les zones où il y a la rage, et vous voyez... Alors la rage, c'était une maladie qui, au Moyen-Âge ou au XIXe siècle, était très fréquente en Europe. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Elle a disparu grâce au vaccin contre la rage, qui est un vaccin qui a été administré à une population, qui n'est plus administré aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus besoin, mais dont on a toujours les réserves au cas où on verrait la rage réapparaître, on pourrait revacciner. Et grâce au vaccin, on n'a quasiment plus de rage en Europe. Donc de nombreuses maladies ont été enrayées. Elles n'apparaissent plus que très rarement, de manière très localisée, grâce à la prophylaxie. Et voilà qui termine notre cours sur les micro-organismes. Donc qui a parlé des micro-organismes bénéfiques, les microbiotes, des micro-organismes pathogènes et de comment on va lutter. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de recopier ce cours-là sur votre cahier ou votre classeur, d'apprendre ce qu'on a fait aujourd'hui pour la semaine prochaine, et je vous revois la semaine prochaine. Bonne semaine!